Dimitri Gennadievitch, peut-on dire que l'opposition met parfois son action en pause selon qu'il s'agit de politique intérieure ou extérieure? Sur la politique intérieure, vous proposez des ajustements, vous apportez votre aide. Mais la politique extérieure, comment l'influencez-vous ou souhaitez-vous l'influencer? Nous l'influençons, bien sûr. Ce que vous mentionnez, les observateurs étrangers, en France par exemple, remarquent d'abord notre politique extérieure. Et sur ce plan, nous avons tous la même position. Comprenez-vous? Car nous sommes tous du même côté. Prenez un exemple. J'ai participé à de nombreux événements internationaux ou des forums. Quand des députés de différents partis, de différentes factions d'un même pays étaient présents, ils adoptaient toujours une seule position sur la politique extérieure. Je n'ai jamais vu autre chose. Et je trouve cela tout à fait normal. Je le répète, nous subissons plus de 20 000 sanctions. La Russie fait face à 20 000 sanctions. C'est une guerre contre nous. Une guerre économique, une guerre politique, une guerre informationnelle et une guerre sur le front. Comprenez-vous? Comment pourrions-nous, dans cette situation, avoir des points de vue divergents? Ce que vous mentionnez, écoutez, nous, députés de différentes factions, nous nous engageons tous dans l'aide à nos soldats sur le front de l'opération militaire spéciale. Chacun de nous, sans exagération, a participé à une mission humanitaire là-bas. Certains de mes collègues y ont même combattu armes à la main. Mais chaque député s'implique dans les questions humanitaires. Moi, par exemple, je collabore avec 2 fondations et notre parti envoie chaque mois des convois de cargaisons humanitaires vers les nouvelles régions et à ceux qui combattent sur le front. Comment pourrions-nous, avec des collègues d'autres partis, transporter ensemble des cargaisons humanitaires, puis adopter des positions divergentes sur ce sujet? C'est impossible de dire une chose et d'en faire une autre. Cela peut donner l'impression d'un manque de débat politique. Cela peut sembler autre chose. Mais c'est l'unité du peuple russe, du peuple de Russie. Voilà ce que c'est. Voilà ce que le monde voit. Et plus il y aura de pression, plus il y aura de sanctions, plus nous serons forts. J'ai un ami. Nous sommes proches depuis 30 ans. Depuis nos années étudiantes. Il est allemand, un brillant ingénieur allemand, marié à une Russe. Il y a 5 ans, ils sont venus en Russie rendre visite aux parents de sa femme. Cela faisait environ 5 ans que les sanctions contre la Russie étaient en place. Après ce voyage, il m'a dit « Les sanctions que nous, l'Europe, avons imposées à la Russie, elles ne font que renforcer la Russie. Elles la rendent plus forte. » C'est vraiment le cas. Si vous venez souvent en Russie, vous pouvez entrer dans nos magasins et voir que la plupart des produits vendus sont russes. Vous pouvez observer la croissance de nos villes, les routes que nous construisons, et vous pouvez constater le développement du pays, la croissance de l'économie. Oui, Dimitri Gennadievitch, je venais souvent avant. Mais ma dernière visite remonte à avant le Covid, puis il y a eu le Covid et ensuite l'opération militaire spéciale. Je reviens donc 6 ans plus tard. Et une question se pose. Peut-on penser pour nos auditeurs occidentaux que les sanctions empêchent peut-être l'émergence d'une politique extérieure différente, variée? Si cette tension extérieure n'existait pas, la Russie pourrait-elle envisager différents scénarios de développement? Tout est possible. Tout dépend de vous. C'est vous qui avez inventé ces sanctions. L'Europe a déclenché cette guerre avec nous. Et nous en souffrons. Vous en souffrez. Je ne comprends pas. Vous, l'Europe, avez imposé des sanctions. Résultat, vous payez les ressources énergétiques plus chères qu'à l'époque où vous collaboriez avec la Russie. Vous assistez à la fuite des entreprises européennes vers d'autres continents, comme l'Amérique. Cela semble paradoxal. C'est presque risible quand les leaders européens, les politiciens européens prennent des décisions contre leur propre pays. Pour nous, c'est surprenant.
Dmitri Gennadievitch, comment pensez-vous que la Russie pourrait regagner la confiance des partis avec lesquels vous échangez autrefois? Je suppose que vous aviez des contacts avec des partis socialistes stratégiques en France. Ces contacts existent-ils encore? Eh bien, il existe depuis de nombreuses années une organisation appelée l'Internationale socialiste. En tant que représentants de la Fédération de Russie, nous, Russie Juste, étions membres de l'Internationale socialiste et des membres actifs. Bien sûr, nous entretenons des relations, directes ou indirectes, avec tous les partis socialistes membres de l'Internationale, ainsi qu'avec d'autres partis socialistes qui n'en font pas partie. Par exemple, l'actuel président du Brésil, un socialiste, et nous avons des contacts directs avec son parti. Mais en 2022, l'Internationale socialiste, en violation de ses propres statuts, a décidé de nous exclure. Ils ont adopté une position étrange, presque comique. Cela n'a pas affecté nos relations avec d'autres partis socialistes. Elles sont simplement devenues moins visibles, non pas parce que nous les cachons, mais parce que les dissimulent. Et cela concerne surtout l'Europe. En ce qui concerne l'Afrique, l'Amérique, je veux dire l'Amérique du Sud et l'Asie, nous entretenons d'excellentes relations directes. Prenez le forum Russie-Afrique qui se tiendra pour la deuxième fois cette année. Nous échangeons avec des députés et leaders de partis socialistes de toute l'Afrique. Peut-on aussi dire que l'idéologie socialiste en Europe occidentale, a changé? Car, d'après ce que je sais, on se préoccupe davantage des droits des LGBT, des droits des migrants, que des droits des travailleurs. L'idéologie socialiste contemporaine a effectivement subi d'énormes transformations, surtout en Europe. Il y a 150 ans, quand Karl Marx écrivait son manifeste, il était inconcevable que les socialistes deviennent étatistes. Dans le manifeste de Marx, il est écrit que le prolétariat n'a rien d'autre que ses chaînes à perdre. En ce sens, le bourgeois est national, il défend l'État, tandis que le prolétariat est international. C'était la base de l'idéologie socialiste. Mais aujourd'hui, nous voyons tout le contraire. Les socialistes européens contemporains disent « Il faut renforcer l'État pour qu'il aide les citoyens ». Comprenez-vous? Alors que cela devrait être l'inverse. C'est un grand bouleversement dans l'idéologie générale. C'est une crise majeure dont le mouvement de gauche doit absolument sortir. Car si les socialistes deviennent étatistes, alors l'international n'a plus de sens. L'idée de justice qui devrait triompher comme idéal politique à travers le monde n'a plus de raison d'être. Comprenez-vous? C'est un paradoxe de l'idéologie de gauche contemporaine qu'il faudra surmonter pour les philosophes, les penseurs politiques, les publicistes. C'est un sujet digne de débat. D'ailleurs, j'invite les socialistes français à discuter de cette idée. Nous pouvons organiser cela via une vidéoconférence. Organisons un débat sur ce que doit être le mouvement socialiste contemporain en Europe et dans le monde. Sur quoi concentrer nos efforts? Car bien sûr, l'unité qui existait sur le flanc gauche il y a 100 ans n'existe plus aujourd'hui.